va s'arrêter à ce jeu-là de la même manière, dans le cadre de cette territoire concerné par la politique de la ville, avec surtout des comparaisons entre les quartiers et les autres territoires. Alors, je vous promets, le diaporama vous sera envoyé et vous aurez la possibilité d'y avoir accès directement à l'issue de cette présentation. Alors, dans un premier temps, je voudrais tout d'abord poser cette question qui me semble être vraiment fondamentale. La pauvreté, je pense que l'INSEE nous le dira tout à l'heure, la pauvreté à La Réunion, il n'y en a pas que dans nos quartiers prioritaires, il y en a un petit peu partout. On sait qu'on est sur un des départements français qui a le taux de pauvreté le plus fort. Et de ce fait-là, il est tout à fait logique de se dire que la politique de la ville, elle pourrait concerner un nombre de territoires beaucoup plus fort. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a dans les territoires politiques de la ville des spécificités? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les habitants des quartiers prioritaires représentent 19% de tous les habitants de La Réunion. Mais s'ils représentent 19% des habitants de l'ensemble de l'île, ils représentent 53% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, 19% des habitants, mais plus de la moitié des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Il y a donc un effet sur lequel je reviendrai après, qui est un effet en quelque sorte de, comment est-ce que je pourrais dire, effet de surreprésentation et surtout un effet où on est un petit peu entre soi. Vous comprenez bien le principe, c'est le fait que 19% de la population, mais 53% des personnes en situation de pauvreté veut bien dire que cette surreprésentation, on vous a mis à côté un 2,8 fois plus, on va dire 3 fois plus, eh bien fait que quand on habite un quartier, la probabilité que mon voisin soit dans la même situation que moi, elle est beaucoup plus forte que si je suis sur un autre territoire, bien sûr, quand je suis quelqu'un en situation de pauvreté. Vous noterez ce même effet de surreprésentation. On l'a par exemple sur les femmes au foyer, en bas à droite. Vous voyez, on est quasiment à 2 fois plus. Vous l'avez en bas à gauche sur les monoparents sans emploi. Et ça, c'est un élément vraiment fondamental sur la politique de la ville. C'est à la fois, on a une surreprésentation des familles monoparentales, mais parmi les familles monoparentales, on a aussi les monoparentales les plus fragiles, celles pour lesquelles il n'y a pas d'emploi. Et quand on connaît l'importance, par exemple, des familles monoparentales avec des ados, on voit tout de suite les enjeux qu'il y a en matière de politique de la ville, puisque qui dit ado dit aussi orientation scolaire. Qui dit orientation scolaire dit choix d'une voie professionnelle. Qui dit choix d'une voie professionnelle va dire à un moment donné un bon stage, va dire des stages qui peuvent se multiplier, notamment pour les jeunes qui sont en lycée pro. Mais si on a un seul adulte dans le ménage et si en plus cet adulte est sans emploi, on connaît l'importance du réseau pour obtenir un stage. Je pense qu'on est très nombreux à avoir eu des enfants qui sont passés par des stages et pour lesquels c'est nous qui avons été, on va dire, la personne qui a aidé à trouver le stage, voire qui a trouvé le stage. Mais si on était sans emploi, on n'aurait pas le réseau et bien évidemment, trouver un stage serait plus compliqué. On a aussi les mineurs vivant dans un logement surpeuplé. Je reviendrai sur cette question-là. 42% de tous les mineurs vivant sur La Réunion qui vivent dans un logement surpeuplé vivent dans un quartier politique de la ville, alors que ce n'est que 19% des habitants. Cette question, cet enjeu, il est vraiment fondamental, notamment pour la réussite scolaire, notamment pour l'exercice de la parentalité, notamment pour les violences intrafamiliales. Je pense que ça fait aussi partie de cet ensemble-là, sur la réussite scolaire, enfin, je l'ai dit, sur la réussite éducative, sur le bien-être des enfants, sur le développement des enfants et des jeunes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de cette question du surpeuplement qui est loin d'être banale. Et là, à la rigueur, j'ai presque envie de dire, on est dans des taux qui sont proches de ceux qu'on trouve dans l'Hexagone. Autant sur la pauvreté, on a un taux beaucoup plus fort, autant sur les monoparents sans emploi, on a un taux beaucoup plus fort, autant là, sur le surpeuplement, c'est quelque chose qu'on trouvera sur un taux quasiment identique ou identique dans nos territoires, quartiers politiques de la ville, en France hexagonale. 37% des jeunes parents, donc 19% des habitants, mais 2 fois plus de jeunes parents ayant un enfant avant 25 ans. Et là aussi, on sait que derrière, ce sont des jeunes femmes. Pour une grande partie de ces jeunes parents, on va trouver des jeunes femmes. Et derrière ces jeunes femmes, on va trouver aussi des arrêts d'études et des arrêts d'emploi. Donc voilà, je ne vais pas tout reprendre, mais on sent bien qu'il y a là une surreprésentation importante. On peut passer à la diapositive suivante. Ce que je voudrais simplement dire, c'est, et derrière cette petite diapositive, c'est mettre en évidence la particularité que l'on a dans les quartiers, peut-être d'avoir moins de contact avec d'autres habitants des autres territoires. Et je voulais le faire apparaître au travers de cette question des licenciés sportifs. Non seulement on a des spécificités quand on habite les quartiers,
On l'a bien vu sur la pauvreté, de toute façon c'est le point de départ de la détermination des territoires, mais on l'a vu aussi sur d'autres aspects. Je pense en particulier à la question de l'emploi, je pense à la question de la réussite scolaire. Ici, ce qui me semble être intéressant à mettre en évidence, c'est le fait que quand on habite un quartier, d'abord, on pratique moins fréquemment du sport. Donc, on va le voir, par exemple, on n'a seulement que 5% des femmes qui sont licenciées sportives, contre 9% en dehors des quartiers. Et puis, on a seulement 14% des hommes qui ont une pratique sportive contre 19% à l'extérieur des quartiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins d'ouverture vers d'autres, vers des personnes qui sont un petit peu différentes de nous. Et surtout, si vous prenez le petit graphique de droite, vous allez observer la part du football. Et là, on se rend compte que c'est à peu près 43% des licenciés sportifs qui font du foot. Et on est vraiment dans l'entre-soi. On est dans cet entre-soi du monde du football où, en fin de compte, on n'est pas ouvert vers des personnes qui vont faire d'autres sports. On se retrouve dans les clubs ensemble, on se retrouve à jouer entre clubs de quartier prioritaires et quelque part, l'ouverture sur le monde, elle n'est pas là. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais mettre en évidence au travers des licenciés sportifs et puis aussi ouvrir sur une réflexion que je ramènerai après, notamment sur l'usage du droit commun et notamment l'usage du droit commun local. On peut passer sur la diapositive suivante, sur mixité sociale, qui rejoint un petit peu celle-ci. Donc, on y est sans doute, mais c'est le temps qu'elle apparaisse sur l'écran. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez un nuage de points. Un nuage de points qui représente chacun des quartiers français. Donc, vous avez des territoires qui sont des territoires, comment est-ce que je pourrais dire, chaque point, c'est un micro-quartier français. On a regardé la mixité sociale des habitants des quartiers et on a mis tout en bas les habitants des quartiers qui ont la répartition sociale identique à celle de la France. Et puis, on a mis tout en haut les quartiers sur lesquels, eh bien, en fin de compte, on a une catégorie sociale qui est, en fin de compte, surreprésentée. Et puis, on a mis à gauche du graphique les populations qui ont le niveau de vie, enfin les quartiers qui ont les niveaux de vie les plus faibles, et puis à droite, les quartiers qui ont les niveaux de vie les plus forts. Là, vous avez toute la France. Les points foncés, en fin de compte, ce sont les points sur lesquels eh bien, on a des quartiers prioritaires à La Réunion. Donc, c'est les plus gros points. Ce qu'on observe, alors ça ne vous surprendra pas, ils sont quasiment tous sur la partie gauche, parce que bien sûr, ce sont les quartiers les plus pauvres de France. Vous observerez que là où il y a moins de mixité sociale, c'est plutôt les quartiers les plus riches. Et on le retrouvera d'ailleurs aussi à La Réunion. Je ne vais pas donner de nom, mais bon, on a quelques quartiers quand même où les niveaux de vie sont très forts et où la mixité sociale est quasiment inexistante. Et dans nos quartiers prioritaires, y compris à La Réunion, on voit aussi qu'on a quand même pas mal de quartiers qui sont avec des points relativement hauts, ça veut dire en fin de compte une absence de mixité. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette absence de mixité? Parce qu'en fin de compte, l'absence de mixité va se traduire par une absence de réseau. Le fait, et on le voyait sur la pratique sportive, de faire de la pratique sportive entre soi, le fait de se retrouver dans des quartiers où nos voisins nous ressemblent, on n'a pas la même possibilité d'avoir le même réseau. Et derrière ce petit indicateur d'absence de mixité dans les quartiers, qui peut paraître complètement banal, qui peut paraître logique, ou voilà, l'entre-soi, on sait bien que ça existe, ce n'est pas la même chose d'être dans l'entre-soi quand on est aisé que quand on est pauvre. Quand on est aisé, c'est plus souvent par choix. Quand on est pauvre, ça va être plus souvent parce qu'on est dans des territoires où on va trouver un logement adapté à notre niveau de vie. Et en fin de compte, on va se retrouver entre ménages ayant les mêmes caractéristiques. Mais quand on est aisé, les réseaux, on va se les constituer facilement. Et puis d'ailleurs, on peut s'aider soi-même par son niveau de vie, par son niveau de formation, par ses propres ressources personnelles. Quand on est en situation de pauvreté, inévitablement, on a plus besoin d'être aidé. Et l'aide, elle ne vient pas seulement des pouvoirs publics ou des collectivités locales. L'aide vient aussi de son environnement, de sa famille ou de l'environnement. Mais quand on est dans l'entre-soi en étant en situation de pauvreté, eh bien, inévitablement, on accède à moins de choses. Et ce moins de choses, peut-être par exemple sur la question de l'emploi. Il faut savoir qu'à La Réunion comme ailleurs, quand j'habite un quartier politique de la ville, à niveau de formation équivalent, ma probabilité d'être en situation de chômage est plus forte que si j'avais le même diplôme à l'extérieur d'un quartier. Et ça, c'est lié au réseau. N'oubliez pas que globalement en France, les 2 tiers des emplois s'obtiennent
par réseau, parce qu'on a entendu qu'il y avait là un poste, parce qu'on a été soutenu par quelqu'un, parce qu'on a été accompagné, parce qu'on nous a informé avant tout le monde qu'il y allait avoir des embauches, etc. C'est la même chose sur la réussite scolaire des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que vos parents vous jouez un rôle incroyable sur la réussite scolaire de vos enfants. Et derrière, ça veut dire que bien, quand on sait qu'il y a une filière intéressante, quand on sait qu'il y a une opportunité, on va pousser nos enfants à aller vers telle ou telle filière ou telle orientation. Et on va connaître aussi le prix de la formation sur la réussite d'après. Par contre, quand on est dans l'entre-soi, c'est beaucoup plus le petit copain, le petit voisin qui va influer sur ses propres décisions. Donc, tout cet ensemble-là montre bien que cet entre-soi, quand on habite un quartier prioritaire, eh bien, globalement, c'est une absence de réseau. Et cette absence de réseau, elle a des conséquences sur mon devenir. Et c'est ce que nous, on appelle l'effet quartier. L'effet quartier, c'est que habiter un quartier, j'ai moins de chances d'avoir une évolution positive dans mon devenir personnel que si j'habite un autre territoire. Et donc, ça légitime complètement la politique de la ville. Sinon, nous reviendrions sur la démonstration du départ, c'est-à-dire que la pauvreté à La Réunion, il y en a partout. Pourquoi on s'intéresse spécifiquement à ces ménages pauvres et pas à d'autres ménages? Bon, j'espère avoir été assez clair pour que vous compreniez un petit peu l'enjeu de la politique de la ville. Et votre enjeu à vous, bien, il est ni plus ni moins, vous, acteurs de la politique de la ville, c'est d'aider, en fin de compte, au développement du réseau des personnes qui n'en ont pas. Et je pense que c'est notre métier à nous tous, acteurs de la politique de la ville. Alors, quels enjeux pour la politique de la ville? Qu'est-ce qu'on a retiré de ce travail de diagnostic? Parce qu'on pourrait passer 5 heures, le parcourir, et puis je pense que vous pouvez vous tourner vers le centre de ressources si vous voulez avoir des documents que vous n'auriez pas eu autrement. Ce qui est sûr, c'est que quand je prends mes territoires politiques de la ville, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a bien un vieillissement en cours. Et d'ailleurs, l'INSEE en parlait tout à l'heure en introduction, où on voyait bien la baisse de l'évolution de la population et notamment, pas que, à une petite baisse aussi du solde naturel. On a bien un vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population, on le ressent bien dans les quartiers, mais sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir au niveau de l'Hexagone. Et là, je veux vraiment tirer votre attention. Faut être prudent et ne pas rentrer dans une logique nationale qui vise à dire mais les quartiers politiques de la ville, il faut travailler beaucoup sur les seniors. Dans vos territoires, l'enjeu premier et de loin, c'est celui de l'enfance et de la jeunesse. On a proportionnellement beaucoup moins de seniors aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la Réunion qu'on en a dans nos quartiers prioritaires de l'Hexagone. Et de la même manière, je dirais dans l'Hexagone, on en a beaucoup moins dans les quartiers prioritaires qu'on en a à l'extérieur des quartiers prioritaires. Et il faut qu'on soit hyper attentif parce que la tentation est très forte de voir glisser vers les seniors, parce que là, on a plein de réponses, le département, les caisses de retraite, etc. Et on y va, on va pouvoir décliner, mais c'est qu'une petite partie de la population. Et l'avenir de nos quartiers, bon, je vais peut-être dire une bêtise, c'est peut-être pas forcément que les seniors, c'est surtout et avant tout les enfants et les jeunes. Donc, l'enjeu d'aller vers des enfants et les jeunes, enfin, c'est vraiment fort. Il y a bien un vieillissement, mais attention, la part des enfants et des jeunes, elle est très importante et beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans les quartiers prioritaires de l'Hexagone. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure sur le surpeuplement, on a une vulnérabilité des enfants qui est aussi très importante. Et là, ce que nous on appelle vulnérabilité, c'est des enfants qui cumulent tout un ensemble de difficultés, surpeuplement, monoparentalité, absence d'emploi à la maison, travail précaire, situation d'absence de diplôme des parents, enfin, tout un ensemble d'indicateurs qui font qu'à un moment donné, on va dire, les enfants, ils ont un petit peu moins de chance dans les quartiers qu'ailleurs. Et ça, cette réalité dans nos territoires, elle est très forte. Des enfants qui, quelque part, partent dans la vie, mais avec beaucoup plus de problèmes que les enfants des autres territoires. Et là encore, la politique de la ville, elle a vraiment tout son sens. L'autonomie des jeunes, alors bien, on devient autonome beaucoup plus tardivement. Alors par contre, il y a quelque chose d'incroyable, c'est l'écart entre sexes. Les jeunes filles arrivent à l'autonomie, mais beaucoup plus rapidement que les jeunes garçons. Et l'écart entre les deux est incroyable. Nous, les garçons, quand on peut être jeune, nous, les jeunes garçons, on reste chez maman, mais vraiment très longtemps. Alors, est-ce que ce choix de rester chez maman est un choix de la Réunion ou par tradition ou autre, on reste longtemps, ou est-ce que c'est parce qu'économiquement, on ne trouvera de toute façon pas de logement et on y reste? Et si c'est la deuxième solution qui domine, bien évidemment,
l'enjeu premier qu'on a derrière, c'est de se dire que ce sont les parents qui, quelque part, en pâtissent de cette présence du jeune très longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer l'autonomie des jeunes, et notamment l'autonomie des jeunes garçons, puisque vous l'avez compris, hein, on a un petit retard, nous les garçons. Alors, comment on mesure l'autonomie des jeunes, hein? C'est vrai que sur cette question-là, pour moi, c'est vraiment l'accès à l'emploi, l'accès à la vie familiale, l'accès à l'autonomie logement et l'accès au diplôme. Et quand on regarde ces 4 éléments-là, on voit bien que les jeunes garçons ont un retard incroyable par rapport aux jeunes filles sur le territoire réunionnais. Le niveau de vie très faible, le taux de pauvreté impressionnant, qui est en baisse, mais je pense que l'INSEE nous dira aussi dans les quartiers prioritaires, et puis un lien aux minima sociaux incroyable. On arrive quasiment à un ménage sur 2. Enfin, c'est vraiment impressionnant, la dépendance aux minima sociaux. Pour autant, la part des revenus du travail est aussi très forte dans les quartiers. Nous, on la mesure à peu près à 50-50. 50% des revenus des habitants des quartiers provient du travail. Donc, le travail est aussi fort dans les quartiers. C'est un élément économique fondamental. Il faut continuer à travailler dans nos prochains contrats de ville sur la question de l'emploi, l'accès à l'emploi, le développement économique, la formation, l'adaptation des jeunes à l'évolution de l'emploi. Et puis aussi, bien s'interroger sur ce taux de pauvreté qui est vraiment très, très fort et comment est-ce qu'on peut le réduire. La mobilité, faut-il que je vous en parle? C'est évident. Enfin, je veux dire, à La Réunion sans voiture, on n'est pas… Trouver du boulot, c'est pas simple. Et notamment quand on habite un des quartiers prioritaires. Non pas qu'il n'y ait pas de transport en commun, il y en a. Non pas qu'il n'y ait pas une volonté générale de trouver des solutions, il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'éloignement qu'on peut avoir entre les lieux d'activité, et notamment les lieux d'activité pour les bas niveaux de formation, et puis le lieu de vie des habitants, enfin là où vivent les habitants des quartiers, si vous n'avez pas de voiture, c'est quelque chose de très compliqué. Par rapport aux habitants politiques de la ville de France, on a quasiment 20 points d'écart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 70 à 73% des personnes qui travaillent et qui habitent un quartier prioritaire utilisent la voiture pour aller travailler. On est à peu près à 50, 60, un peu plus de 50 dans les quartiers prioritaires de France. Donc, on voit bien l'écart qu'il y a entre les deux. Et là, on a un enjeu extrêmement fort autour de la voiture, la dépendance à la voiture. Et quand on voit l'explosion du coût des carburants qui vont arriver, comment on va pouvoir permettre le maintien dans l'emploi de tous les actifs que l'on a aujourd'hui dans nos quartiers. Et là, des réflexions sur, je ne sais pas, du déplacement solidaire, j'en sais rien, il faut trouver des solutions. Il faut qu'on invente, il faut qu'on soit imaginatif parce que les faits peuvent être dévastateurs dans nos territoires. Et puis enfin, la déqualification des habitants. Même si j'ai un diplôme, ma probabilité de trouver du travail est beaucoup plus faible dans les quartiers qu'à l'extérieur des quartiers. Et on a des effets de découragement. C'est-à-dire qu'en gros, quand je trouve du boulot, si j'ai un diplôme d'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus du boulot de type employé ouvrier que si j'ai un diplôme d'enseignement supérieur et que j'habite à l'extérieur des quartiers. Et là, on retrouve à nouveau l'effet réseau. Et cet effet que l'on a de déqualification, il est catastrophique, notamment sur la représentation que peuvent avoir les jeunes de la formation. C'est-à-dire que s'ils voient leurs grands frères, grandes sœurs, voisins, voisines avoir fait des études et se retrouver dans des emplois pas très intéressants, ce n'est pas la peine soi-même de suivre des études. Et là, c'est d'autant plus ennuyeux que le jeune qui, lui, aura réussi à devenir n'importe quoi ingénieur, il n'est plus dans le quartier, donc on ne le voit plus. Mais le jeune qui, lui, n'aura pas réussi à trouver un emploi correspondant à son niveau de diplôme, il est là, tous les jours, devant nous, et forcément, il génère une image de faire des études, ça ne sert à rien. Donc là encore, le boulot qu'on a, nous, pour les années à venir, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il y a, à La Réunion comme ailleurs, un lien extrêmement fort entre niveau de diplôme et accès à l'emploi. Plus je suis diplômé, moins je suis au chômage, mais il y a un phénomène de déqualification, déclassement, appelez ça comme vous voulez, qui est extrêmement fort et qui, en fin de compte, peut réduire à zéro tout le travail qui est mené sur l'accès à la qualification ou au diplôme, tout ce que vous pouvez chercher à faire au travers des dispositifs de réussite éducative, de l'accompagnement des parents, etc. Puis, bien sûr, des structures familiales qui sont beaucoup plus marquées par la présence de familles. On a beaucoup plus de personnes par logement à La Réunion qu'ailleurs, et aussi par la présence de parents isolés. On a énormément de familles en situation de monoparentalité, et on le sait bien, on l'a vu tout à l'heure sur l'orientation scolaire, mais aussi sur les niveaux de vie. Quand on est deux, on a plus de chances d'avoir un niveau de vie un peu plus correct que quand on est tout seul. C'est très mécanique. Alors, j'ai voulu ressortir ces éléments-là qui sont ceux qui ressortaient du diagnostic, mais on aurait pu en mettre en évidence bien d'autres. Alors maintenant,
observer quels enjeux pour la Réunion, parce que c'était vraiment la question qu'on avait, nous, qu'on se posait tous, est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, moi, je trouve que ça a du sens pour redonner du sens à notre politique publique. On voit bien pourquoi on travaille, on voit bien quelles sont les priorités, on voit bien quels sont les enjeux qu'il peut y avoir, mais favoriser la connaissance, c'est aussi la capacité de s'adapter aux évolutions des territoires. La souplesse, on parlait tout à l'heure, savoir s'adapter à un Zoom capricieux ou à des connexions Internet capricieuses. Et je disais, ben, la politique de la ville, on est habitué à s'adapter. Bien, c'est ça. C'est la politique de la ville. Elle doit pouvoir s'adapter aux évolutions. Et puis, écoutez, il suffit de regarder nos 3 dernières années. Hein, entre une crise sanitaire qui vous a tous forcés à vous adapter, et puis maintenant la crise énergétique dont on n'est qu'au début, et qui va devoir tous nous forcer à nous adapter, eh bien, il est évident que la politique de la ville, elle doit être réactive et nos outils d'observation doivent permettre justement d'apporter cette réactivité que l'on a. Favoriser le débat, eh bien oui, un indicateur, c'est une base de débat. Ce n'est pas une vérité en tant que telle. Le terme objectivation par la donnée, c'est une mauvaise expression en fin de compte. Il faudrait plutôt dire une manière de voir, une manière d'apporter une connaissance, mais une connaissance, c'est apporter un élément du débat, quoi. Une connaissance qui doit contribuer au débat. Et cet élément du débat, il est vraiment fondamental et essentiel parce qu'il permet de donner une orientation, de dire voilà la tendance, moins de personnes en situation de pauvreté, beaucoup de surpeuplement, etc. Et maintenant, on en débat. D'abord, comment on le reçoit, ce que ça veut dire, et est-ce que c'est vraiment une priorité, est-ce que c'est vraiment un enjeu, est-ce qu'il y a pas d'autres enjeux derrière celui-là, qu'est-ce qui peut l'expliquer, et pourquoi sur ce territoire c'est plus fort et sur celui-là c'est plus faible. Et quelque part, c'est favoriser le débat et ça rejoint à donner du sens à ce qu'on fait. Permettre une évaluation continue. Souvent, l'observation a été la grande oubliée. Alors moi, je remercie le centre de ressources, l'État et les collectivités locales ici d'avoir joué le jeu de cette observation. Bien souvent, eh bien, dans l'évaluation, on est sur la parole des acteurs. La parole des habitants, la parole des associations, la parole des acteurs. Mais la donnée, elle permet aussi d'accompagner cette parole, elle permet d'apporter des éléments de compréhension. Et donc, de ce fait-là, elle permet cette évaluation de la politique publique et puis une évaluation tout au long des années, quoi. Interroger nos politiques publiques. On l'a vu, par exemple, sur la question de la pratique sportive. Quand on voit qu'on a dans les quartiers un taux de recours au sport, de licenciés sportifs plus faible, alors que dans notre intuitif, parfois, on a le discours de dire, de toute façon, tous les jeunes des quartiers, c'est des futurs footballeurs professionnels, des cyclistes, des jeunes qui ont la pêche en sport et qui réussissent par le sport. On l'a tellement entendu de tous ces jeunes des quartiers qui réussissaient par le sport. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant. Ben non, ce qu'on observe, c'est que les jeunes des quartiers sont moins pratiquants sportifs que les jeunes des autres territoires. Et donc, cette question, qui rejoint d'ailleurs la question de la mobilité, qui rejoint la question du coût, qui rejoint la question du vivre ensemble, de la possibilité de se confronter à d'autres, eh bien, si nous le trouvons dans le sport, on va le voir dans la diapositive d'après, on va le retrouver un peu partout. Et puis enfin, favoriser le partenariat. Moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Le partage de la donnée favorise le partenariat. Et puis aussi, le dialogue avec les habitants. Il me semble que ces données n'ont pas à être gardées de manière, enfin pas toutes au moins, n'ont pas à être gardées précautionneusement en disant « oh là là, il ne faudrait surtout pas que les habitants s'en emparent ». Bien au contraire, avec des conseils citoyens, avec les associations, c'est l'occasion aussi d'échanger sur des éléments un petit peu factuels et puis d'en débattre et éventuellement de remettre en question des points de vue. Ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi réfléchir localement à l'observation au niveau de la politique de la ville et quels enjeux on a aujourd'hui à La Réunion? Ben, tout d'abord, pour mesurer l'usage du droit commun. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre toute cette diapo comme ça, mais simplement redire. En 2014, quand on a construit la politique de la ville, en fin de compte, on était hyper fiers d'être tous ensemble autour de la table et de faire signer tout un ensemble de partenaires sur nos contrats de ville. Quel bonheur de mettre 40 signatures en bas d'un contrat de ville et de dire mais on s'engage tous, on va révolutionner le monde, on va y aller. Mais, il y a un mais quand même, c'est comment derrière, cet engagement n'est pas qu'un engagement de papier, mais est aussi un engagement réel. Et comment on va mesurer cet engagement réel? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter, en fin de compte, qu'on se retrouve dans une situation comme en 2014, où en fin de compte, tout le monde dit on va faire, mais au bout du compte, on est dans la quasi-impossibilité de parvenir à faire.
Et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on transforme l'essai de la signature en disant non seulement on va tous signer ensemble, non seulement on est fiers de signer ensemble, mais aussi on va s'engager. Et s'engager, c'est sur des politiques publiques qu'on va mettre en place dans nos territoires ou qu'on va chercher à développer dans nos territoires comme ailleurs, mais aussi sur ces indicateurs de suivi. Et ces indicateurs de suivi, c'est quoi? C'est tout simplement arriver à se dire, dans ma politique publique, combien j'ai d'habitants des quartiers qui participent, combien j'ai d'habitants à l'extérieur des quartiers. Quel est l'apport financier que je fais au travers de mes politiques publiques dans les quartiers? Quel est l'apport financier que je fais au travers des politiques publiques dans les autres territoires? Pour prendre un petit exemple, tiens, on peut prendre, je vous ai mis ici tout un ensemble de listes de questions. Les modes de garde. Ben, quels moyens financiers, moi la CAF, quels moyens financiers, moi le département, quels moyens financiers, moi la commune ou l'interco, parce qu'il y a une interco qui s'applique fortement dans les modes de garde civisme, je crois. Eh bien, comment nous tous, eh bien, on va mesurer les moyens financiers qu'on met derrière chacun des enfants. Et quels sont les moyens financiers qu'on met pour les enfants des quartiers prioritaires par rapport à tous les enfants, au regard de ce qu'on va mettre dans les autres territoires. Aujourd'hui, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas l'information, nos systèmes d'information sont parfaits. On peut géolocaliser. Vous savez sans doute que avec nos outils informatiques, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. L'ANCT peut même se proposer de le faire. On a aujourd'hui plein de ressources. Donc, ce n'est pas compliqué de dire voilà, combien on a d'enfants des quartiers, dans les crèches, chez les asthmates, dans les maisons d'assistantes maternelles, et combien on met, nous, partenaires, derrière chacune de ces structures, économiquement, combien les parents mettent, et qu'est-ce que ça veut dire de l'apport des politiques publiques par enfant, par exemple, de moins de 3 ans, et qu'est-ce que ça veut dire sur les pratiques culturelles, combien moi, commune, je mets pour des écoles de musique par enfant, et qu'est-ce que ça donne dans les quartiers, qu'est-ce que ça donne à l'extérieur. Pour la restauration scolaire, malgré la mise en place d'une politique de tarification, nous, quand on fait le calcul, bien souvent, on se rend compte que on met plus d'argent pour l'alimentation des enfants des milieux favorisés que pour l'alimentation des enfants des milieux défavorisés. Tout simplement parce que dans les milieux favorisés, les enfants ils vont tous les jours à la restauration scolaire, ce qui n'est pas le cas des enfants des milieux les plus défavorisés. Et ça, à chaque fois, on a des élèves qui nous disent « mais c'est pas comme ça chez nous ». Et à chaque fois, on démontre que si, c'est bien comme ça que ça marche. Donc, allons-y, prêtons-nous à cet exercice et faisons que nos futurs contrats de ville soient de véritables outils de mesure en temps réel de ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de remettre en cause le pilotage de nos politiques publiques, on n'en est pas du tout là. Il s'agit tout simplement d'avoir des outils pour permettre en temps réel de comprendre comment nos politiques publiques se déploient dans les territoires et derrière, comment tout ça peut se mesurer et nous aider à peut-être, par exemple, développer des actions qui peuvent être des actions de médiation dans l'usage des politiques publiques. Et là, je voulais conclure là-dessus avec, il sera alors beaucoup plus facile de prendre conscience des besoins et des adaptations nécessaires si on a de véritables outils de pilotage. Donc, juste finir là-dessus, oui, l'observation, pas seulement de données macro, qui sont essentielles pour avoir les éléments de référence. Si je ne connais pas le nombre d'enfants de mon territoire, par exemple par le nombre d'enfants allocataires CAF ou par les données d'INSEE, je ne pourrais pas mesurer tout ça. Mais j'ai besoin de ces données macro, mais j'ai avant tout besoin d'avoir de véritables outils d'aide au pilotage. Et on le sait bien que le cœur de la politique de la ville, ce n'est pas seulement un Bob 147, c'est évident. Le cœur de la politique de la ville, c'est l'ensemble de nos politiques publiques. Et donc, si nous réussissons à développer le droit commun dans les quartiers, eh bien, si un enfant il fait de la pratique musicale, s'il va dans les modes de garde très tôt, si il est accompagné dans sa réussite scolaire et qu'il utilise de la même manière que les autres un parcours scolaire qui l'amène très loin dans les études, si, je ne sais pas, il a une alimentation plus que correcte parce que tous les midis, il va à la restauration scolaire, s'il a de la pratique sportive, je pense que nos enfants des quartiers iront beaucoup, beaucoup mieux que la situation ou que les jeunes d'aujourd'hui, de demain, iront beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui parce qu'ils auront eu la chance d'avoir tout un ensemble de politiques publiques auxquelles ils échappent malheureusement un petit peu trop dans les quartiers. Et ça, pour qu'on puisse vraiment répondre à ça, il faut qu'on en ait conscience. Et la prise de conscience, moi je pense que le chiffre, elle la permet. Sinon, on reste sur du discours, sur du moyen. On fait, mais si on ne mesure pas, on est dans du discours et à nouveau, on aura plein de signatures dans nos contrats de vie, mais derrière, ça se traduira par quoi et comment on évaluera. Là, je pense qu'on a vraiment un enjeu et c'est le moment de s'y mettre puisque on est à 6 mois, 9 mois de la signature de prochain contrat de vie. Peut-être un an, on ne sait pas, on verra.